Bonsoir à toutes et tous, et nous tenions à vous remercier d'avoir répondu présent à cette invitation, ce qui montre que ce projet est peut-être d'actualité pour nous tous. Je suis Sybille Cosnard, fondatrice et dirigeante de l'agence de conseil en stratégie urbaine CityLinked. Et je suis Catherine Sabat, je suis journaliste notamment aux Échos et je m'occupe des questions urbaines et immobilières. Alors avant de démarrer cette présentation, nous souhaitions remercier le pavillon de l'Arsenal, Alexandre, Julien et toute l'équipe qui nous ont aidés à organiser cette conférence. Remercier aussi toute l'équipe CityLinked qui a largement contribué à la rédaction de cet ouvrage. Et puis remercier aussi nos partenaires financiers qui sont au nombre de 8 et sans lesquels nous n'aurions pas pu mener à bien ce travail et cette étude. Et je crois que Catherine, tu as une dédicace spéciale à faire à nos financeurs. Oui, je voulais remercier tous ces opérateurs, ces promoteurs avec qui j'ai l'habitude de travailler, de nous avoir laissé une complète liberté éditoriale, complète, et nous avoir permis de concocter cet ouvrage, cette étude, comme nous le souhaitions. Merci encore. Alors pourquoi cet inventaire des réinventés aujourd'hui ? Le 3 novembre 2014, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et Jean-Louis Missica, son adjoint à l'urbanisme, au développement économique et à l'innovation, ont lancé un ovni baptisé Réinventer Paris. 4 ans se sont écoulés depuis. Ce sont 8 appels à projets urbains innovants qui ont vu le jour et qui ont essaimé en France et dans le monde, et d'autres qui sont amenés à apparaître prochainement. Ce sont plusieurs centaines d'acteurs qui se sont mobilisés sur ces consultations. Et pour toutes ces raisons, il nous est apparu indispensable, nécessaire, de prendre un temps de recul pour comprendre, analyser, expliquer, partager comme nous le faisons ce soir, tout ce que ces appels à projets urbains ont pu générer comme matière grise depuis ces 4 dernières années. La question fondamentale que nous nous sommes posée lorsque nous avons démarré cette aventure était la suivante. Est-ce que ces appels à projets vont faire ou vont être un véritable levier d'innovation dans la fabrication de la ville? Alors pour procéder à la rédaction de cette étude et donc à la publication de ce livre que vous trouverez en vente à la librairie du pavillon de l'Arsenal à l'issue de cette conférence, nous avons procédé en 3 étapes. La première étape a été d'analyser ces 8 appels à projets urbains innovants en regardant les modalités de consultation, les temps aussi calendaires dans lesquels se sont développées ces consultations, la nature des sites, leur localisation, la constitution des équipes, la nature des programmes qui ont été développés, bref, une analyse que nous avons tenté d'être la plus exhaustive possible. À cela, nous avons ajouté l'analyse des 99 projets lauréats. Ces 99 projets lauréats étant issus des 4 consultations qui ont désigné leurs lauréats, à savoir Réinventer Paris 1, Inventons la métropole 1, Réinventer la Seine et Imagine Angers. De cela, et vous verrez toutes les données chiffrées que nous vous présenterons ce soir et que vous retrouverez aussi dans le livre, toutes ces données sont vraiment issues de ces 4 analyses de projets lauréats, les autres étant encore en cours de consultation, ou en tout cas l'étaient encore lorsque nous avons bouclé l'édition de cet ouvrage. Et la 3e étape de ce travail a consisté à interviewer plus de 70 personnes qui représentaient tous les acteurs qui se sont mobilisés dans le cadre de cette consultation. Et ils ont été nombreux parce qu'on parle de plusieurs centaines, mais je crois qu'en les comptabilisant, on était à pas loin d'1 millier. Et donc ce sont les organisateurs, les collectivités, les assistants à maître d'ouvrage de ces organisateurs, les promoteurs immobiliers, les architectes, les BET, les utilisateurs, bien sûr, les paysagistes, bref, un panel le plus large possible, en tout cas nous l'espérons. Alors ce soir, nous n'allons pas vous restituer un travail exhaustif de cet ouvrage parce qu'il contient 200 pages et ce serait relativement ennuyeux pour vous, mais nous avons plutôt tenté de vous présenter les 5 grands enseignements que nous avons pu tirer de tout ce travail d'analyse que nous avons conduit ces derniers mois. Alors Catherine, je te laisse la parole pour le premier renseignement. Alors ce premier renseignement, nous l'avons baptisé « Public-privé, même combat ». Je vous rappelle en 2 mots de quoi il retourne. Un appel à projet urbain innovant, juridiquement, c'est un transfert
de droit immobilier entre une collectivité publique et un opérateur privé. Normalement, quand une ville vend ses terrains, elle les met aux enchères et elle les cède au plus offrant. Dans ce contexte et via cette nouvelle consultation, la ville de Paris, puisque c'est elle qui a ouvert le bal en novembre 2014, avait décidé non pas de choisir un promoteur qui mettrait le plus gros chèque sur la table, mais de choisir un projet qui serait le meilleur. Et cette qualité était analysée à l'aune d'un certain nombre de critères qui étaient énoncés dans le règlement de cet appel à projet. Au début, ces consultations ont laissé tout le monde un peu perplexe. On s'est dit, certains se sont dit, on a là un transfert de la commande publique vers la commande privée, voire un détournement. L'idée, c'était que le public n'avait plus d'argent, il n'avait plus non plus d'idées, il allait demander aux autres d'en avoir à sa place. C'était un peu le sens du « lâchez-vous » qu'Anne Hidalgo avait prononcé ici, devant beaucoup d'acteurs de l'immobilier, peut-être étiez-vous là. Et c'était aussi le sens du mot de Jean-Louis Missika qui, en s'adressant aux architectes, avait dit « débrouillez-vous avec vos maîtres d'ouvrage ». On avait l'impression que la puissance publique se reculait et laissait au privé une carte blanche. Eh bien, cette carte n'était pas blanche. Et si on reprend le règlement de Réinventer Paris 1, on avait un mode d'emploi, qui était une lettre d'ailleurs de Jean-Louis Missika, dans laquelle il détaillait de manière assez claire les attentes de la collectivité en termes de programmation. Et on trouvait le co-living, le coworking, l'investissement des toits, l'agriculture urbaine, bref, tout un tas d'idées qui ont été évidemment développées par la suite et qu'on a logiquement retrouvées dans les propositions des candidats puis des lauréats. Alors, est-ce à dire que le privé n'a rien inventé? Non. Mais ce que ça veut dire, c'est que le public n'a pas tout lâché. Et au contraire, parce que l'autre innovation de cette consultation, c'était d'imposer, noir sur blanc, par acte notarié, aux promoteurs de s'engager à faire ce qu'ils avaient promis et pourquoi on leur avait finalement cédé leur terrain. On n'a donc pas assisté, comme certains le craignaient, à une prise de contrôle du privé. Au contraire, moi j'appelle ça plutôt un formidable hold-up de la part de la puissance publique. Pourquoi? Parce que finalement, sans débourser rien, la ville de Paris, puis les autres, puisque les modes d'emploi se sont vraiment ressemblés les uns les autres au fil des différentes éditions, a réussi à faire financer la recherche et développement dans ce secteur qui en manquait cruellement et dans lequel personne ne se souciait vraiment d'investir pour la financer. Il a réussi à mettre en concurrence des opérateurs qui se battaient surtout via la spéculation immobilière et en achetant les terrains le plus cher possible. La ville a réussi à faire mettre toutes les bonnes idées sur la table, quitte à ceux qui voulaient à s'en saisir, y compris elle-même. Et elle a obligé les promoteurs, ou les opérateurs, disons, à rendre des comptes, et pour longtemps, c'est-à-dire au moment de la conception des projets, au moment de leur fabrication, et encore plus intelligent, au moment de leur exploitation. Dans ce sens, les collectivités, finalement, ont joué parfaitement leur rôle. Elles sont garantes de l'intérêt général en surveillant ce qui se fait sur leur territoire et, si possible, en faisant circuler l'information. Cela a d'autant mieux marché pour les villes qui se sont vraiment investies dans l'aventure. Alors, la direction de l'urbanisme à Paris, par exemple, s'est réorganisée pour suivre de très près ces projets. Et la ville d'Angers, dans le cadre du concours Imagine Angers, a aussi organisé une participation pour récolter non pas les doléances, mais les propositions des citoyens. Et ensuite a aussi réorganisé ses services en profondeur afin que les directions qui n'avaient pas l'habitude de se parler apprennent à se connaître. Donc, non seulement le privé n'a pas pris le contrôle, mais si je veux filer ma métaphore du hold-up, j'oserais dire qu'il s'est laissé braquer sans trop se défendre. Finalement, personne ne se plaint de ces API 8 et tout le monde y va. Il n'est pas question pour les grandes entreprises, pour les grands opérateurs immobiliers de ne pas y être. La mobilisation des acteurs est incroyablement forte. On a parlé de centaines d'acteurs. Si on prend toutes les personnes qui ont participé de près ou loin à ces appels à projets innovants, on est plutôt à des milliers.
Le nombre de candidats augmente à chaque édition et à chaque fois, il y en a de plus nombreux sur chaque site. Ces consultations ont aussi permis de faire émerger des entreprises. Alors, il y avait les grandes qui trustaient un peu le marché, qui se sont un peu plantées et qui n'ont pas gagné parce qu'elles n'avaient pas tout à fait compris ce qu'il fallait faire. Et puis, il y a des petits, beaucoup plus agiles, qui ont proposé des projets très décoiffants et qui parfois les ont gagnés. Je pense à Novaxia, je pense à REI Habitat, mais il y en a beaucoup d'autres, Redman, Quartus, et qui finalement ont pris le pli de cette innovation et s'y sont lancés à plein. Et je pense aussi aux promoteurs de province qui avaient plutôt l'habitude de travailler dans les métropoles régionales et qui, en tout cas pour réinventer Paris 1 et réinventer la métropole du Grand Paris, ont vu subitement un marché s'ouvrir et ça leur a permis pour certains de s'implanter sur un marché qui leur était justement jusqu'à là fermé. Ça a provoqué une stimulation générale, c'est-à-dire que la concurrence était forte, l'exigence était forte et finalement on a l'impression que ça a donné envie de faire mieux. En France, la promotion immobilière, sans faire offense à personne, est quand même faite de produits standards qui sont le fruit, sur le plan architectural et urbain, de décennies de fonctionnalisme et sur le plan économique, de décennies de financiarisation de l'industrie. Et finalement, on obtient des produits immobiliers, et le terme produit dit bien ce que c'est, des logements qui sont tous les mêmes, des bureaux qui sont tous les mêmes, des commerces qui sont tous les mêmes et dont on inonde toutes les ZAC de France. Beaucoup aussi de ces opérateurs immobiliers en ont profité pour se réorganiser. On a vu apparaître des directions grands projets, des directions innovation, qui étaient souvent dirigées par des personnes qui n'étaient pas du sérail et qui venaient apporter leurs grandes idées. Alors, ces rapports entre le public et le privé sont-ils aujourd'hui plus équilibrés? Ils sont nouveaux en tout cas, et on peut dire que chacun y a mis du sien. Normalement, une ville cherche à vendre ses terrains le plus cher possible et un opérateur immobilier cherche à faire une marge la plus grande possible et le résultat n'est pas toujours formidable. Et la richesse de l'innovation, c'est ce dont on s'aperçoit. Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est le sens de l'histoire? Je ne sais pas, mais on s'aperçoit qu'entre le tête-à-tête entre celui qui est chargé de l'aménagement et l'opérateur spécialisé en immobilier ne suffit plus. En fait, dans ce contexte, chacun a changé de place. Les APUI ont offert aux promoteurs, aux opérateurs immobiliers, la possibilité de redorer leur blason, si on peut dire. Tout d'un coup, ils étaient chargés d'une responsabilité nouvelle. Ils étaient socialement responsables puisqu'on leur demandait de construire des espaces publics, de construire des espaces partagés qui sont normalement ce que fait la puissance publique et qui enrichit le projet privé. Et puis on leur demandait aussi d'être socialement vertueux, c'est-à-dire de respecter l'environnement et même d'inventer des solutions pour le respecter mieux et d'inventer aussi des filières, de les relancer, bref, d'innover. Le public, lui, il a adopté une nouvelle posture, car en lançant ces APUI, il acceptait d'une certaine manière, il faisait l'aveu que le secteur privé pouvait peut-être aussi bien, voire mieux que lui. Et pourquoi? Parce que les collectivités n'ont plus beaucoup d'argent, n'ont pas toujours les compétences techniques et l'ingénierie pour ces grands projets de plus en plus complexes. Vous voyez qu'on est bien loin d'un secteur public qui aurait baissé les bras. On voit peut-être là se fissurer, s'effondrer même des valeurs séculaires, des rapports qui datent d'un autre âge. L'entente semble plus cordiale, la confiance plus grande, encore que, puisque à partir du moment où la puissance publique, les collectivités, demandent aux opérateurs, à leurs partenaires, de signer devant notaire l'engagement qu'ils feront bien ce qu'ils disent, montre bien qu'elles se méfient encore un peu. Alors, est-ce que ces rapports vont durer? Pour ça, il faudrait qu'ils soient un peu plus larges que simplement appliqués à ces objets isolés que produiront ces appels à projets innovants pour l'instant. C'est déjà le cas. D'abord, ces APUI ont fait plein de petits. Ils sont copiés par des aménageurs, ou adoptés, par des aménageurs. La CEMAPA fait ce genre de consultation sur un îlot, sur un immeuble parfois. Postimo vient de lancer des appels à projets pour réinventer des immeubles qui sont dans son patrimoine.
Et finalement, il est possible que quelque chose se passe vraiment. Alors on a parlé d'un processus, reste à savoir si ce processus innovant a produit les innovations qu'il avait l'intention de produire. Ce qui nous amène à notre enseignement numéro 2, que nous avons nommé les innovations comme un retour aux sources. Lorsque l'on parle d'innovation, on parle de nouveauté. Et pourtant, lorsque nous avons analysé les 99 projets lauréats, nous n'avons pas trouvé beaucoup de nouveaux concepts. En effet, il est question de mixité, de services, de jardins potagers, parfois partagés. Et donc tous ces concepts-là sont déjà entendus depuis plusieurs années par nous tous professionnels de l'aménagement et de l'immobilier. Par contre, ce que nous comprenons, c'est que les innovations ne portent peut-être pas sur la nouveauté du concept, mais sur le fait que ces concepts se réalisent et se mettent en œuvre. Pour illustrer ce propos et cet enseignement, nous avons voulu l'illustrer par 3 thématiques qui révèlent le fait que ces concepts ne soient peut-être pas si nouveaux que cela, mais pour autant, au regard de nombreuses propositions qui ont été faites sur ces 3 thématiques, il est fort à parier, ou en tout cas nous l'espérons, qu'elles soient mises en œuvre. Le premier exemple, ou la première thématique, c'est la mixité. Cette mixité, le concept n'est pas nouveau. Pour autant, elle a toujours été souhaitée, mais elle est bien souvent restée marginale parce qu'on lui opposait des contraintes techniques, juridiques, financières. Et donc, cette mixité restait toujours assez marginale. Dans le cadre de ces APUI, on pourrait presque dire que la mixité est devenue un invariant. En effet, il y a 50% des projets qui proposent plus de 5 programmes disant du logement, du bureau, du loisir, du commerce, bref, une mixité à tous les étages. Contre seulement un seul projet avec un seul programme, et en l'occurrence de mémoire, je crois que c'est un programme culturel. Donc on voit bien là que la mixité est devenue un élément de réponse très important. Nous avons choisi de l'illustrer à travers 3 projets emblématiques. Le premier qui se développe juste à côté du pavillon de l'Arsenal, qui est Mixité Capitale, boulevard Morland, qui développe pas moins de 11 usages dans l'enceinte d'un seul et même bâtiment. Une autre forme de mixité, et c'est ça ce qui est intéressant aussi dans toutes ces réponses, c'est qu'au-delà du fait de proposer de la mixité, les formes de mixité ont été très variées. Et on a mis en évidence le projet La Fabrique des Cultures à la Courneuve, qui va proposer 5 programmes mêlant le culturel, l'événementiel et le sport. Mais on a retrouvé dans beaucoup d'autres propositions ce principe d'hybridation et d'extrême mixité. Et enfin, un autre exemple qui nous paraissait intéressant à montrer était celui d'une mixité économique, puisque le projet 17 & Co à Paris dans le 17e propose 7 programmes économiques. La deuxième thématique que nous avons souhaité relever, c'est ce que nous appelons à nouveaux usages, nouveaux partages. Alors il y a eu beaucoup de réponses en ce sens, probablement dû au fait que les collectivités ont largement poussé dans leurs demandes et dans leurs exigences, dans leurs critères d'innovation, le fait qu'il y ait cette notion de nouveaux usages et nouveaux partages. Mais il y a aussi une tendance de fond que nous observons depuis plusieurs années qui fait que la rareté du foncier est telle dans les grandes villes que parce que l'on a moins de place, on la partage. Et là encore, dans les catégories que nous avons pu faire ressortir de nos nouveaux usages, nouveaux partages, on voit bien que les concepts ne sont pas nouveaux eux non plus, mais quand vous allez voir les pourcentages qui ont été présentés et proposés par les différentes équipes, on peut largement comprendre que peut-être que la novation de tous ces appels à projets va être en sorte que ces concepts dont on parle depuis plusieurs années vont être enfin mis en œuvre. 3 catégories sont ressorties, les services de proximité et les lieux de sociabilité, des nouveaux produits tertiaires et résidentiels sous des formes de coworking, co-living, colocation, et enfin ces espaces partagés qui se traduisent par des toits-terrasses, des jardins et potagers, des salles de bricolage communes, des pièces d'appoint. Et quand vous voyez ces pourcentages, on parle de 60%, de 50%, le grand gagnant étant les services partagés à hauteur de 80%, on ne peut que se dire qu'au regard de ces grands pourcentages, un grand nombre de ces projets et de ces programmations vont se réaliser.
La dernière thématique que nous avons, pour illustrer cette notion aussi de service partagé qui nous a quand même largement marqué, puisque c'est à hauteur de 80%, ce qui est quand même énorme. On pourra après se poser les questions d'un potentiel copier-coller ou d'un potentiel répondre pour plaire et pas répondre pour faire. Mais il n'empêche qu'on a des formes aussi qui pourraient être créatrices de valeur pour la ville. On retrouve des exemples de jardins partagés, comme à Morangis avec Ressource-toi. On a un projet nommé Coteau en commun à Villejuif qui va développer ou qui va proposer 4 pièces supplémentaires qui seront des pièces d'appoint pour l'ensemble de la copropriété. Et enfin, on a aussi eu une proposition, le Belvédère métropolitain à Clichy-sous-Bois, qui a été jusqu'à proposer un parc de 15 000 m² et qui est somme toute un parc qui sera de propriété privée mais ouvert au public, ce qui posera d'autres questions. Donc on voit bien là que toutes ces propositions sont révélatrices de création de valeur. Et la troisième thématique que nous avions voulu mettre en évidence était la notion de recyclage et de circuit court, toujours dans cet état d'esprit de se dire que, et ça revient au titre que nous avions voulu donner, comme quoi ces innovations sont un retour aux sources, parce que lorsqu'on a regardé ces concepts, on se dit mais finalement c'est plein de bon sens, enfin on revient peut-être à plein de bon sens dans ce que nous proposons là. Alors certes, seulement 10% des projets ont proposé ces principes d'économie circulaire, mais il nous semblait quand même important de le relever et de le révéler, parce que peut-être que là encore, c'est une tendance de fond qui s'opère dans la fabrication de notre ville. 2 exemples à vous illustrer pour ces principes-là, et de tendre aussi vers une ville plus durable. Un projet au Havre qui s'est donné comme ambition de réhabiliter le bâtiment avec 90% de matériaux de réemploi. Et par ailleurs, un autre projet à Ivry-sur-Seine, qui est la Manufacture sur Seine, dont l'objectif est de réutiliser les déblais de terre des chantiers du Grand Paris Express pour développer son opération immobilière et tout ce nouveau quartier. Pour conclure sur cet enseignement, je crois que ce qu'il faudrait retenir, et pour vous l'avoir dit à plusieurs reprises, ce n'est pas tant ce concept nouveau ou le fait qu'il faille rechercher absolument la nouveauté dans le concept, mais le fait qu'au-delà de tous ces exemples et ces thématiques que l'on a pu mettre en exergue, il y ait vraiment cette volonté de faire. Et j'ai un exemple en tête sur notamment la question des services, où bien souvent il nous a été demandé de conseiller des collectivités, ces mêmes collectivités demandant aux opérateurs privés, mais est-ce que vous pourriez nous trouver un service ou une occupation qui puisse animer nos rez-de-chaussée, plutôt que de nous proposer systématiquement des parkings en rez-de-chaussée, voire des locaux techniques, et tout cela arrivant ou aboutissant à des murs aveugles. On peut bien voir là, avec le nombre et l'effet de masse avec lesquels tout le monde a répondu sur ces projets-là, que tous ces projets et que toute cette ambition donnée dans la réalisation et dans la mise en œuvre de ces concepts permettent que cette ville prenne de la valeur et réponde à la question initiale qui est de se dire que ces appels à projets urbains innovants pourraient être un levier d'innovation dans la fabrication de la ville. Alors la question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces projets et cette démarche vont être la vitrine de la ville de demain ? Ce qui nous amène à notre troisième enseignement. Est-ce que les APUI sont la vitrine de la ville de demain ? On verra, mais en tout cas, dès le début, ces objets, ces consultations ont été mises en vitrine et ont bénéficié d'une extraordinaire médiatisation qui a facilité leur émergence. Médiatisation très forte au moment de l'annonce de ces consultations, au moment du choix des finalistes, évidemment au moment du choix des lauréats, où on pouvait enfin voir des images des projets que pouvait produire ce genre d'appel à projets. Des expositions avec un public très nombreux. Ici, à Angers, l'exposition d'Angers a amené 10% de la population de la ville pour voir ce nouveau cadre de vie qu'on lui proposait. Une contagion, puisqu'il y a eu Réinventer Paris 1, 2, IMGP 1, 2, etc. Une contagion même mondiale. Je ne suis pas sûre que la quinzaine de villes qui est investie dans Reinventing Cities, c'est-à-dire qui font la même chose sur leur territoire, aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout en Europe,
se soit investi de la même façon, s'il n'y avait pas eu autant d'articles de presse qui soulignaient les grandes qualités et parfois les défauts de ces appels à projets. C'est un magnifique encouragement pour l'architecture et l'urbanisme, et je pense que ces 4 années ont fait plus que des tas de livres d'architecture. Finalement, les journaux se sont enfin emparés de ce sujet, en le sortant des rubriques People quand ils parlent des grands architectes, en sortant des rubriques faits divers quand ils parlent de la banlieue, ou en sortant des rubriques économiques quand ils parlent des dérapages des grands chantiers. Là, on s'intéressait au cadre de vie, ce qui intéresse tout le monde. C'est aussi une reconnaissance formidable pour tous ceux qui font la ville. Alors ces projets vont évidemment, quand ils seront construits, s'ils sont construits, bénéficier aux habitants. Mais paradoxalement, ils vont aussi bénéficier aux collectivités qui vont en tirer beaucoup de profits. Et je dis paradoxalement parce que ce sont tous des projets privés. Mais quand on voit un grand équipement sportif, quand on voit un grand musée, quand on voit une grande bibliothèque, on se dit, ça, c'est un projet public. C'est la tradition française, c'est aussi le vocabulaire. Le public, c'est collectif. Le privé, c'est la rentabilité et un aspect plus restreint. Alors, les groupements lauréats, bien sûr, eux aussi vont bénéficier de ces APUI et on l'espère pour eux. C'est difficile toutefois à ce stade de dire de quelle manière. Sans doute pas tellement en termes d'image auprès du grand public, parce qu'on se rappelle rarement du nom de son promoteur, sauf quand il y a une grosse fuite dans sa salle de bain ou qu'on se prend son toit sur la tête. En revanche, dans le milieu professionnel, tout le monde sait ici qui a gagné telle consultation, qui a gagné tel projet. Et c'est sûr que ça vous pose un architecte, un urbaniste, un promoteur d'être lauréat de telle ou telle consultation. Ça crée des références. Pour ce qui est des retombées financières, on verra. Alors, cette forte médiatisation et cette forte mise en lumière a aussi permis de vendre des terrains. Et pas tous à un prix ridicule, pas du tout d'ailleurs. En fait, le principe est qu'une collectivité, dans ses consultations, met sur le marché toute une série de terrains en même temps. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, elle choisit des terrains bien identifiés, souvent déjà convoités, aménagés, bien placés, et puis elle en profite pour mettre dans le sac une sorte de fond de caisse qui serait des petits terrains donc trop petits, parfois pollués, parfois mal desservis, mais qui bénéficient à cette occasion de la lumière qui est mise sur cette offre globale. Et ça marche. Alors, il y a aussi des coûts qui ont été tentés. Par exemple, à Paris, ça fait des années qu'on parle de couvrir le périphérique. Et là, la ville a vu l'aubaine formidable de le faire par des opérateurs privés. 2 projets dans Réinventer Paris 1, 1000 arbres et la ville multistrate, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre dans le 17e, et puis un projet de réinventer la métropole du Grand Paris, porte de Vanves. Alors, je disais que les terrains n'étaient pas partis à vil prix, et contrairement à une idée qui a été un peu véhiculée, les appels à projets urbains, ces consultations n'ont pas du tout été une braderie. Les comptes rendus de la métropole du Grand Paris 1, les comptes rendus de jury, sont assez clairs là-dessus. C'est-à-dire que quand il fallait choisir en phase finale entre des bons projets, l'offre financière restait un critère déterminant. À Angers, un plancher avait été indiqué par la ville, les offres étaient toutes supérieures. Et à Paris, bien que c'est vrai que certains sites ont bénéficié de montages un peu innovants parce qu'ils avaient des objectifs de réalisation d'espaces très sociaux, de réinsertion, etc. Et certes, sur ces sites, je pense à la ferme du Rail, il y a eu des montages avec des baux amphithéotiques et une rémunération très faible pour la ville. En revanche, les gros sites ont été vendus très cher, au prix normal où ils auraient été vendus. Et quand la ville dit que finalement, elle a renoncé aux milliards d'euros qu'elle aurait pu récolter en vendant ces terrains si elle avait choisi les offres les plus hautes, il faut se souvenir que les 600 millions qu'elle a finalement récoltés sont formés
par le prix de ces gros terrains qui de toute façon auraient été achetés et de ces petits terrains qui n'auraient jamais trouvé preneur et qui ont profité de l'offre globale. Le package néanmoins ne fonctionne pas partout. Sur Réinventer la Seine, un tiers des sites n'ont pas trouvé preneur. Alors, la lumière, ça sert. Là, on a montré que les appels à projets ont nettement bénéficié de cette médiatisation. Mais ça a aussi quelques effets pervers. Pour trouver des idées, finalement, les uns et les autres ont regardé les différentes éditions et les différents projets qui étaient publiés d'édition en édition. Et puis, ils ont répété ces idées. Et on est arrivé à une sorte de catalogue de villes qui était une ville ludique, une ville boursouflée de verdure, une ville artificiellement vertueuse, avec plein de beautiful people, mais à laquelle on a un peu de mal à croire. Et on a un peu l'impression que certaines équipes ont coché des cases pour séduire le jury, sans savoir toujours si c'était tout à fait adapté à la collectivité dans laquelle ils voulaient s'insérer ou au projet qu'ils voulaient fabriquer. Par exemple, certains opérateurs, comme le Plateau Urbain ou la Belle Friche, qui sont des associations qui proposent de faire de l'urbanisme temporaire, c'est-à-dire d'intervenir sur des chantiers avant ou pendant le projet, ont été sollicités un nombre incroyable de fois. Ils n'ont pas toujours répondu positivement. Parfois, ils se retrouvaient dans des équipes sans qu'on leur ait même demandé leur avis. Et finalement, on les choisissait parce que ça faisait bien de les avoir, même si ce n'était pas du tout adapté au projet. Autre effet pervers, les innovations survendeuses. On l'a vu, Sybille, tu en as parlé, certaines innovations ne fonctionneront pas. Après tout, on ne peut pas non plus totalement leur reprocher. Quand c'est innovant, c'est un prototype et on ne peut pas demander une garantie de fonctionnement. Mais malgré les études techniques qui étaient fournies par les équipes et qui ont été étudiées par les jurys, dans les interviews que nous avons faites, c'est assez clair que parfois c'était un coup de poker et qu'on se disait « allez, on y va, on ne sait pas trop si ça marchera, mais on essaye » et ça passait. À l'épreuve du réel, on s'aperçoit qu'il faut ensuite changer. Enfin, il y a un peu peut-être d'aveuglement aussi, c'est-à-dire qu'à un certain moment qui passe, puisque les processus se banalisent, il fallait être pour l'innovation et ne pas la remettre en cause. Et finalement, tout le monde s'est un peu laissé séduire par ce processus. Alors, la communication, la médiatisation, la lumière qui a bénéficié à ces appels à projets innovants qui étaient les premiers, elle finit par s'éteindre et ils se banalisent. Alors qu'est-ce qu'on entend maintenant? C'est que ces APUI mobilisent énormément de monde, sont extrêmement chronophages, font travailler des équipes qui n'en peuvent plus et surtout coûtent très cher. Quelques centaines de milliers d'euros parfois pour des consultations, pour les entreprises en tout cas qui peuvent se permettre cette dépense. Et puis pour d'autres, c'est juste impossible parce que quand on est une toute petite équipe, on ne peut pas y aller. Est-ce que ces dispositifs sont capables de fonctionner sans cette médiatisation, sans cette lumière qui est portée sur eux? Est-ce que cet argent qui est mobilisé ne manque pas à une production ordinaire? Est-ce que ces bonnes pratiques peuvent ruisseler sur la production immobilière qu'on pourrait taxer de banale, qui n'est pas dans les centres-villes, qui est au-delà de la seconde couronne? C'est la question à laquelle répondra peut-être l'avenir s'il y a d'autres APUI. Alors les 3 premiers enseignements sont pour nous des enseignements plutôt positifs. Et ce 4e enseignement vers lequel je me dirige, c'est qu'on a été un peu gratté, ce qui pouvait peut-être être critiquable dans le cadre de ces appels à projets urbains innovants. Donc l'enseignement numéro 4, pour nous, c'est le citoyen oublié. En effet, il nous semble qu'il est le grand oublié de ces consultations. Les projets nous ont pourtant fait des promesses de villes plus durables, plus culturelles, plus sportives, plus dynamiques. Mais s'est-on seulement demandé, en tant qu'acteur public ou privé, pour qui nous construisions cette ville? Et le citoyen est oublié pour nous à double titre, d'une part dans le fait qu'il était peu ou pas concerté, et d'autre part par le fait que les réponses ont généré un ciblage d'une partie de la population.
Et pourtant, les cahiers des charges ont largement poussé les équipes à faire des propositions sur les modalités de consultation, voire à orienter ou à promouvoir le fait qu'on ait des projets d'intérêt plus collectif, voire inclusif. Alors le premier oubli, qui est la concertation, une concertation faible et inégale, repose sur le fait qu'il nous semble qu'il y a eu une faiblesse de réponse, puisqu'on ressort 35% de projets avec une démarche de participation citoyenne, certaines sous des formes inégales. On parle de plateformes participatives, de démarches d'animation et d'information, mais il n'empêche que c'est seulement dans 11% des cas que le citoyen a été associé en phase conception. Alors cela peut s'expliquer par deux choses. Le fait que le temps des consultations n'est peut-être pas celui de la concertation. En effet, les temps ont été extrêmement courts, vous demandant et nous demandant, exigeant beaucoup d'autres sujets à relever comme défis. Et puis l'autre élément aussi à intégrer, c'est celui que nous étions en appel à projet, en consultation, et qui dit consultation dit aussi une forme de confidentialité, et la confidentialité ne va peut-être pas non plus dans le sens de la concertation. Il n'empêche qu'il y a peut-être un élément quand même à retenir de tout cela, c'est qu'il y a eu 18% de projets qui ont proposé de l'urbanisme temporaire, et cela est peut-être une forme de réponse dans le cadre de ces appels à projets, qu'à un moment de prendre le pari en tant que projet lauréat, que dès lors qu'il aurait été désigné en tant que tel, il pourrait y avoir une préfiguration des usages et par conséquent une concertation auprès des futurs habitants dans cette préfiguration des usages. Alors cette faiblesse de concertation, elle a d'ores et déjà amené à avoir 9, il nous semble avoir compté cela, 9 projets interrompus ou arrêtés. Je pense à Nogent-sur-Marne, à Joinville-le-Pont et puis quelques projets parisiens, tous du fait d'une opposition citoyenne parce que, comme très souvent, un problème de densité qui a été relevé. Et il est fort à parier qu'à l'approche des élections municipales et peut-être avec l'affichage des premiers panneaux présentant ces autorisations d'urbanisme, d'autres projets puissent encore être interrompus. Cependant, il y a quand même quelques collectivités qui se sont saisies de ces dispositifs de concertation et qui ont soutenu les démarches des équipes projets. Nous avons relevé ou retenu trois types de concertation de 3 collectivités, la ville de Sceaux, de Bagneux et d'Angers, chacune ayant proposé des dispositifs très différents. On a la ville de Sceaux qui, elle, a organisé 18 rencontres citoyennes mobilisant 1 millier de personnes. Les projets finalistes ont été présentés à la population. On a la ville de Bagneux qui, elle, a proposé un principe de volontariat avec 15 volontaires qui ont formulé un avis citoyen et ces mêmes volontaires ont été formés à regarder ou à savoir comment regarder un plan d'urbanisme pour avoir un avis le plus étayé possible dès lors qu'on le leur demandait. Et enfin, on a la ville d'Angers qui, elle, a mis en place, avant même les consultations, une boîte à idées numérique permettant de consulter ou de demander l'avis des citoyens, et le tout étant après d'avoir organisé une exposition des projets finalistes qui a réuni, comme tu le disais Catherine, 10% de la population. Le deuxième oubli de ce citoyen, c'est le fait qu'un certain nombre de propositions est finalement orienté à un choix de population qui nous semble être un type plutôt jeune actif urbain, homme ou femme, on ne sait pas. Et cela s'est révélé assez exact dans le fait que lorsque nous avons relevé les quantitatifs de programmes résidentiels, on note qu'il y a 46 programmes résidentiels qui sont à destination des jeunes, où l'on va retrouver des notions de co-living, colocation, des résidences jeunes actifs, résidences étudiantes, contre seulement 7 programmes résidentiels pour seniors, femmes isolées, personnes en réinsertion. Et je pousserai la réflexion un peu plus loin pour un sujet qui m'est cher, qui est la prise en compte du genre dans l'espace public. Et il s'est avéré que dans les différents cahiers des charges que nous avons pu regarder, cette prise en compte du genre n'a jamais été écrite, que ce soit côté organisateur ou les équipes aussi qui ont répondu à ces projets n'ont pas particulièrement émis de propositions, alors même qu'on sait que cette question de l'égalité, qu'elle soit dans les espaces publics ou là en l'occurrence dans des espaces qui appartiendront au privé mais qui seront d'usage public, il nous aurait paru intéressant de viser aussi cette prise en compte.
Alors la conclusion de cet enseignement, elle pourrait être de deux ordres. C'est de tout d'abord, est-ce que cette focalisation sur une seule catégorie de la population serait une réponse à une préfiguration de la ville de demain? Nous espérons que non. Et par ailleurs, le fait que le citoyen n'ait pas été ou peu consulté et qu'une partie de la population ait été oubliée révèle pour nous un manque d'ancrage local et probablement un manque de pensée urbaine. Alors c'est notre 5e et dernier enseignement. Et c'est peut-être le plus important quand on parle de ville et d'urbanisme. Nous avons vu plus de marketing politique que de cohérence territoriale. On a l'impression d'un certain désordre et on a l'impression que ces appels à projets ne répondent pas à des politiques publiques qui sont censées organiser le territoire en expliquant où on mettra des logements, où on mettra des bureaux, où on mettra des commerces. Ici, finalement, on a demandé aux lauréats de proposer le plus possible au même endroit et de tout mélanger. Ce que je disais tout à l'heure sur le choix des terrains, la manière dont les parcelles ont été choisies, est peut-être une explication. Une autre, c'est qu'on est dans l'ère du temps. Par exemple, l'ère de la loi Elan sur le logement, qui dit il faut construire plus, mieux, moins cher, on verra. Il faut innover, permettre, déréguler. Et finalement, pour quelle vision, pour quel projet urbain, on n'en sait rien. Je commence par un contre-exemple. À Angers, tous les projets sont dans des ZAC, ce qui montre qu'il y avait une pensée préalable au lancement de cette consultation. En revanche, si on prend Inventons la métropole du Grand Paris 1, la question se pose. En fait, cette consultation-là est l'héritière d'une autre qui s'appelait au début les hubs du Grand Paris et qui était mise en place essentiellement par la Société du Grand Paris. Il y avait une réflexion logique autour des gares, autour du tracé du futur métro. Et la métropole s'est invitée dans cette consultation, ce qui lui a permis de se donner une existence politique et territoriale, une identité institutionnelle qu'elle n'avait pas. Résultat, 55 sites, tous les maires de la métropole ont été invités à participer, 55 sites pour la première édition, une trentaine pour la deuxième, et tous avec des maîtres d'ouvrage différents. Alors, est-ce que justement, on ne pourrait pas dire que cet éparpillement est de nature à créer la métropole ? Et de nature à créer de nouvelles centralités qui concurrenceraient les centralités existantes? Notre réponse est non, et les cartes ne le montrent pas. Parce que les projets, par leur taille, par leur programmation, par leur nature, par leur localisation, finalement ne réussissent pas à créer l'intensité urbaine que la production de ces milliers, voire ces millions de mètres carrés aurait pu fabriquer. À Paris, la question ne se pose pas parce que de toute façon, on est dans un tissu dense où tous les projets sont à peu près concurrents les uns avec les autres, se ressemblent. Et de toute façon, la demande est tellement forte que n'importe quelle offre peut être absorbée. Tout de même, si on prend 1000 arbres et la ville multistrate, 2 projets de bâtiments-ponts sur le périphérique à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, d'après les interviews que nous avons faites, ni l'un ni l'autre ne se préoccupe de son voisin et les 2 projets n'ont pas été pensés en synergie. Ailleurs, la concurrence, en revanche, peut être beaucoup plus gênante. On trouve, par exemple, en Seine-Saint-Denis, 3 projets culturels dans un périmètre de 8 km. Alors, on risque de passer du trop peu au trop plein. Je parle évidemment de ce périmètre, pas de toute la Seine-Saint-Denis. Et le risque, c'est que ces programmes s'affaiblissent, se cannibalisent l'un l'autre, au lieu de rayonner chacun sur leur zone de rayonnement. Donc il s'agit de Pleyel, de la Courneuve et du fort de Romainville. Même le volume programmé est trop faible pour produire un effet de masse. Je vous parlais des millions de mètres carrés. Donc IMGP 1 est censé produire 2 millions de mètres carrés. Mais dans ces 2 millions de mètres carrés, il y a 10, 12 000 logements.
à produire à partir de maintenant jusqu'à peut-être dans une dizaine d'années. Or, ces 12 000 logements, c'est à peine 20% de la production annuelle dans toute l'Île-de-France qui s'établit entre 70 000 et 80 000. Toujours dans la métropole, la production de bureaux, 867 000 m². On pourrait dire qu'il y a déjà 4,5 millions de mètres carrés vides dans l'Île-de-France, c'est pas la peine de bureaux vides en Île-de-France, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais ces 867 000 m² sont rien du tout par rapport aux 1 500 000 m² qui sont produits chaque année et depuis 15 ans en Île-de-France. À Paris, je me souviens même que le 3 novembre 2014, quand la consultation avait été lancée, des promoteurs avaient fait leurs calculs. Ils disaient oui, c'est à peu près 600 logements, 200 000 m². C'est vraiment pas beaucoup, parce qu'évidemment, ça s'est étalé sur 10 ans. Voilà pour le volume. Maintenant, pour la nature des programmes. On nous parle d'une offre très différenciante. Alors cette offre, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il s'agit surtout de logements et de bureaux. Donc, vous avez les chiffres, 65% à Paris, 80% dans la métropole, 77% à Angers. Ça veut dire que si on prend les programmes un par un, et le nombre de programmes, on en a effectivement beaucoup, comme on l'a démontré dans la première partie, avec une mixité à tous les étages, mais si on prend les mètres carrés, tout d'un coup, les programmes innovants diminuent et deviennent une petite goutte dans l'océan de production classique. Enfin, une dernière critique pousse à se demander comment ces appels à projets, les projets qui seront issus de ces appels à projets, vont répondre aux besoins des villes. Eh bien, notre réponse, c'est qu'ils ne vont pas y répondre très bien. En témoigne, par exemple, la mobilité, la manière dont ils abordent la mobilité. On remarque que la plupart des projets qui parlent de mobilité, de nouvelles mobilités, sont situés près des gares, c'est-à-dire là où il y en a déjà. On s'éloigne de 4 km et là, plus rien. Sur des territoires où il faudrait de la mobilité, mais là aussi où c'est plus compliqué d'en fabriquer, plus personne. Même constat pour les programmes qui s'adressent en majorité aux jeunes et pas aux personnes âgées. Pourtant, la question du vieillissement va être une question qu'il faudra traiter et à grande échelle. Enfin, les projets annulés montrent aussi que les élus, en choisissant les projets, ont peut-être fantasmé leur territoire au lieu de répondre à des besoins qu'ils auraient mieux évalués. Alors sans doute, il aurait fallu plus de temps à tout le monde, aux villes, pour mieux préparer les sites, pour mieux préparer les data rooms, dont on s'est aperçu après les jurys qu'ils étaient parfois un peu approximatifs. Les data rooms sont les documents qui expliquent la nature des sites et toutes leurs spécificités techniques. La question à se poser, c'est aussi, est-ce que ces sites, ces petits sites dont j'ai parlé, qui ne sortent pas parce qu'ils sont mal placés, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, est-ce que par hasard, ils ne sortiraient pas parce qu'il n'y a pas de marché? Et dans ce cas-là, est-ce que l'offre sera de nature suffisante à créer une demande? Ce n'est pas sûr. Enfin, les candidats se sont peut-être un peu laissés séduire par la possibilité d'accéder à des terrains qui étaient sécurisés. Le travail d'un promoteur, c'est quand même beaucoup de chercher du foncier et ensuite d'arriver à obtenir les autorisations de construire. En l'occurrence, là, il avait un foncier tout cuit sur lequel il pouvait imaginer un programme et peut-être que certains ont juste oublié de vérifier qu'il y avait quelque chose à faire à cet endroit-là. Enfin, il aurait fallu peut-être donner du temps aux architectes qui sont redevenus des pivots dans ces consultations, parce que c'est eux qui permettent de donner une forme aux programmes qui sont inventés, aux nouveaux usages. Et cette forme, elle va rester dans le paysage. Cette matérialité, elle est là pour de bon, et peut-être que ça vaut le coup de prendre le temps de la dessiner. Alors, pour conclure, que retenir de ces 5 grands enseignements de notre inventaire des réinventés? Je vais revenir sur des touches positives. Il est indéniable qu'il y a eu un plus de coopération générée par ces appels à projets urbains innovants. On est passé d'une culture de l'opposition à une culture de la coopération et nous espérons vraiment que cette culture va perdurer, que ce soit appel à projets ou autre forme de manière de faire la ville. Un autre élément aussi extrêmement positif dans ces appels à projets,
c'est le plus d'exigence. En effet, ces consultations ont bousculé la manière de faire la ville, il nous semble, pour exiger de la qualité à tous les niveaux. J'allais dire à tous les étages, mais on l'espère aussi. Et si l'on devait retenir une chose sur le caractère innovant de ces projets, c'est qu'il réside plus dans la manière de mettre en œuvre des pratiques connues, voire de bon sens, plutôt que d'en inventer de nouvelles. Alors il est vrai qu'on pourrait se dire que ces appels à projets sont peut-être aussi un effet de mode. Nous espérons que non, parce qu'il ne faudrait pas que ce que nous tendons à dire comme quoi cela a amené à plus d'exigences, plus de qualité, sortir de la production ordinaire, bousculer notre manière de faire, reste un élément isolé dans cette production de la ville et deviennent par conséquent des projets isolés parce que chacun serait usé, parce qu'on se dirait que ça coûte trop d'argent, parce que les collectivités pourraient se dire qu'elles n'ont pas assez les moyens d'encadrer ce type d'initiative. Donc nous espérons que ça ne sera pas un effet de mode. De la même manière que nous espérons que ces quelques failles que nous avons pu identifier comme ce potentiel risque d'exclusion à vouloir proposer beaucoup d'innovations auprès d'un certain public en exclut un autre. Et enfin, peut-être que la vraie piste d'amélioration pour reprendre ce manque de pensée urbaine et puis aussi ce manque d'ancrage local serait que ces appels à projets que l'on dit urbains, pour qu'ils fassent vraiment ville, métropole, nous devions tous, chacun dans nos rôles, être vigilants à ce qu'ils s'inscrivent dans une stratégie urbaine locale, que ce soit les collectivités qui prennent en charge le développement et la stratégie de développement de leur territoire, que vous, opérateurs ou équipes qui avez répondu à ces consultations, preniez conscience aussi du territoire d'accueil dans lequel vous allez développer vos projets. Et je ne suis pas totalement neutre en vous disant cela et en conclure là-dessus, puisque chez CityLink, c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Alors, vous trouverez bien sûr beaucoup plus que ce qu'on vous a dit là dans le livre qui est en vente à la librairie, mais on a encore un petit moment si vous avez des questions et auxquelles on essaiera de répondre. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de projets qui sortiront vraiment en fait? Est-ce que vous avez abordé ce thème-là? Est-ce que on a un pourcentage, une petite idée quoi, de ceux qui sortiront vraiment, qu'on verra? Alors, on espère que tous, sauf ceux qui seront déjà annulés ou menacés. Il y en a une dizaine aujourd'hui, je crois. Et puis, à mon avis, la proximité des élections municipales et les possibles changements municipaux pourraient aussi faire que certains projets ne se fassent pas. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais la question à se poser, c'est peut-être est-ce qu'ils se feront vraiment dans la forme qui a été promise? Alors évidemment, comme je disais au début, il y a un engagement devant notaire à le faire, mais on voit déjà qu'il y a des évolutions qui se produisent de la part des collectivités et de la part des opérateurs. Bonsoir, merci beaucoup pour cette analyse passionnante et pertinente. Vous parliez en tout début de votre exposé des centaines, voire des milliers de personnes qui ont travaillé sur ces projets. Je voulais savoir, est-ce que vous avez identifié toutes les nouvelles compétences qui ont été agrégées au projet, notamment pour imaginer toutes ces programmations nouvelles et des compétences notamment qui sont généralement pas, qui sont vraiment nouvelles dans les projets? Oui, tout à fait. Alors, nous n'avons pas mis cette information dans la présentation, mais elle est indiquée dans le livre où nous avons fait des diagrammes qui indiquent justement la part que représentent ces nouveaux acteurs dans le cadre de ces constitutions d'équipes. Et alors ils sont de nature très très variée parce que y a des gens qui sont à proximité des acteurs traditionnels de la ville et puis il y en a d'autres qui sont venus se greffer de manière assez étonnante. Enfin, on a vu arriver des exploitants de restaurants, des cuisiniers, des associations de toutes sortes, des data analystes,
plein de professions qui aident aussi à renouveler l'industrie immobilière qui était un peu immobile. On comprend que toute la part d'énergie et d'innovation qui est mise répond à des évolutions sociétales, en fait, en termes de programmation, des évolutions de mode de vie. Alors, est-ce que les investisseurs, si vous voulez, qui ont fait équipe avec architectes et programmateurs, ils travaillent sur ensuite la gestion et les coûts de gestion de ces nouveaux produits? Alors ça, merci de cette excellente question à laquelle je vais répondre. En fait, c'est la grande question qui se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des opérateurs immobiliers qui financent des espaces qui ne sont pas rentables a priori. C'est-à-dire les Fab Labs, les Maker Labs, etc., sont généralement installés dans des rez-de-chaussée qui fonctionnent avec des subventions ou avec un loyer nul. Un parc, il faut l'entretenir, et quand il est ouvert au public alors qu'il est privé. Il y a eu des exemples dans les années 70 de programmes comme ça, avec des espaces partagés, qui peu à peu sont tombés en désuétude parce qu'il n'y avait plus personne pour les financer, ni pour en financer l'entretien. Aujourd'hui, la question qui se pose, et à laquelle personne ne répond, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ceux qui se sont engagés à porter ces espaces et à les financer, parce que certains se sont engagés et pour 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand ceux-là vont partir et que ces charges vont revenir aux copropriétés, est-ce que ces espaces continueront d'être entretenus aussi bien qu'ils l'étaient? Est-ce qu'ils ne seront plus? Est-ce qu'ils seront vendus? La question se pose et il faut évidemment y réfléchir avant. Mais aujourd'hui, on constate quand même, je prends l'exemple de Morlan Mixité Capitale, c'est un bâtiment dans lequel il y a 11 usages et dans lequel un investisseur institutionnel, c'est le fonds de pension des enseignants américains, a pris une grande part du bâtiment, une part de bureaux et une part de logement, je crois, et donc est capable d'investir dans ce type de programme mixte. Alors, évidemment, c'est Boulevard Morlan à Paris. C'est pas forcément dans un coin un peu moins exposé. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous invitons à vous rafraîchir avec un buffet qui vous attend sur votre gauche. Merci à tous en tout cas. Merci.